Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Julie, bonsoir Pauline. Bonsoir. Donc ce soir, on se retrouve pour un petit temps d'échange autour d'un sujet important, le sujet de la médiation familiale. On en parle ce soir dans le cadre de la Semaine des parents qui a lieu en partenariat entre la CAF de Paris et la Ville de Paris. Et ce soir, on va aborder un échange qu'on va intituler « Ce que je t'aurais dit si j'avais su ». L'adolescence dit une période un petit peu de transition, d'échanges, de mouvements. Il y a des bouleversements émotionnels, identitaires, relationnels. C'est une étape normale et qui peut être parfois source de tension entre parents et adolescents. L'idée ce soir, c'est qu'on puisse explorer, échanger de manière libre autour de questions sur la médiation familiale parents-adolescents et un petit peu explorer tout ça. Donc pour commencer, je vais te laisser Marie un petit peu nous dire déjà qui tu es et pourquoi on va parler de la médiation parents-ados aujourd'hui. Ok, alors moi je suis donc Marie Périca, médiatrice familiale depuis maintenant 4 ans et anciennement travailleur social où j'ai travaillé avec de nombreux adolescents. Donc une de mes particularités, c'est que j'accueille beaucoup de parents ados en médiation, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les médiateurs familiaux. Et en tout cas, moi, j'apprécie particulièrement d'accueillir dans le dispositif ce public. Merci Marie. Maintenant, je vais laisser la place à Julie pour se présenter. Julie Perrault, donc je suis médiatrice familiale depuis 1 an. Et voilà, je suis là pour mieux comprendre aussi la médiation parents-ados que je n'ai pas pu expérimenter jusqu'ici. Et Pauline ? Alors Pauline Vineau, médiatrice familiale depuis 15 ans, mais ça fait 1 an que je n'ai pas fait de médiation familiale parce que je suis devenue chef de service. Dans ce service, moi j'ai vu une évolution déjà dans la demande. C'était dans la demande des médiations parents-ados, c'est-à-dire qu'au départ il y en avait assez peu, puis c'est devenu un peu plus régulier et c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en considération par la caisse d'allocation familiale, alors que maintenant ça rentre parfaitement dans la prestation de service. Donc la CAF a su répondre à la demande du public et de l'évolution de notre société finalement, où on se rend compte que les places de chacun, les rôles de chacun ne sont pas toujours si simples, et il y a cette volonté finalement peut-être de vouloir améliorer les rapports familiaux pour moi. Merci. Je m'adresse à toi Marie. Déjà, si on devait te poser la question, c'est quoi la médiation familiale de manière globale ? Et la spécificité de la médiation parents-adolescents, selon toi ? Alors, la médiation familiale, c'est un dispositif qui vise à maintenir un bon niveau relationnel dans les familles, dans les relations intrafamiliales. Également, c'est un dispositif dans lequel on va être particulièrement attentif à la communication entre les personnes et où on va travailler autour de la dimension du conflit et des tensions. Donc en tant que médiateur familial, on va se préoccuper de toute la sphère familiale, à la fois des parents séparés, à la fois dans les fratries, également entre les membres de la famille, quand il y a des questions de vulnérabilité d'un membre de la famille, et puis du coup également entre parents et adolescents. D'accord. Et plus spécifiquement sur les questions des parents adolescents, quels sont les principaux malentendus ou incompréhensions que vous observez ou qui vous viennent en demande généralement de la part des parents et pourquoi pas de la part des adolescents qui viennent avec leur sujet, en tout cas en médiation ? Alors il y a plusieurs profils ou typologies de médiation parents-adolescents. C'est important de les distinguer pour pouvoir aussi orienter en médiation selon les difficultés rencontrées par les familles. On peut en médiation parents-ados recevoir un adolescent qui serait en rupture de lien avec un de ses parents. Donc ça c'est une première typologie de médiation où on va tenter de peut-être renouer le lien qui a été rompu
ou bien en tout cas offrir un espace pour se parler, pour reprendre une communication. Donc ça, c'est la première typologie. La deuxième typologie, c'est l'adolescent qui serait en conflit avec un de ses parents ou ses deux parents. Donc là, on entend, on vit sous le même toit, on partage le quotidien, mais on vit des périodes de crise ou de tension importantes au domicile, qui amènent une communication agressive, des claquements de porte, une incompréhension mutuelle. Et tous ces éléments qui peuvent se passer au quotidien, ils peuvent amener à fragiliser le lien entre l'ado et ses parents, créer une forme de distance, voire de fracture. Et donc l'idée, c'est de leur offrir un espace de communication sécurisé, pour qu'ils puissent aller vers une communication plus apaisée, plus harmonieuse, aborder les sujets qui font tension entre eux, toujours dans l'idée de préserver le lien familial. Et la troisième typologie, qui est peut-être un peu plus rare, c'est quand un ado va à un moment donné de la médiation de ses parents prendre part à un entretien. Alors soit l'entretien sera en tête-à-tête avec le médiateur, soit l'adolescent pourra peut-être intervenir sur un entretien auquel ses parents sont présents. Ce dispositif, il a à construire, à co-construire avec les parents en fonction de leurs demandes et en fonction de la demande de l'adolescent. Mais voilà en tout cas les trois typologies, les trois profils de médiation dans lesquels l'ado a sa place. Merci Marie. Est-ce que Pauline Oui, je trouve que c'est très juste, bien sûr, ce que dit Marie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, la famille, ça peut être un système. Donc, quand il y a des conflits entre le parent et l'ado, ça peut avoir aussi une influence sur le couple parental conjugal. Mais s'il y a des difficultés, ça peut être aussi entre l'ado et le parent, c'est peut-être parce qu'il y a déjà des difficultés conjugales. Donc ça peut être un peu les vases communicantes. Donc c'est important, et c'est pour ça que quand on met en place des médiations parents-ados, on reçoit aussi toujours d'abord les parents souvent pour voir ce qui se passe entre eux, pour que le travail qu'on va effectuer avec l'adolescent ne soit pas mis à mal s'il y avait une autre problématique en fait qui se cache quand même souvent derrière. Très bien, si j'ai bien compris Pauline, c'est que généralement derrière une demande d'une médiation parent-adolescent, parfois peut-être que la médiation parent-adolescent c'est pas ce qui est adapté, c'est finalement une médiation entre le parent qu'il faudrait tenter déjà. Tout à fait. Moi, j'avais eu une situation comme ça où la fille ne voulait pas parler à son père qui habitait 2 étages au-dessus de chez eux. Enfin, c'est-à-dire que les parents étaient séparés mais vivaient dans le même immeuble. Et la mère, je ne sais plus à quel étage habitait, mais en tout cas, le père habitait 2 étages au-dessus et elle ne voyait plus son père. Elle refusait d'aller voir son père. Donc, ce n'était pas des histoires de géographie, d'horaire qui ne convenaient pas. C'est parce que le père ne payait pas la contribution à l'entretien et l'éducation pour elle-même. Donc, elle s'était un peu approprié le conflit. Et le fait que les 2 parents viennent en médiation familiale, alors que la demande au départ était de mettre en place une médiation entre le père et la fille, quand j'ai eu les parents en médiation familiale, finalement au bout de 2 séances, le père avait compris, peut-être qu'il en avait fallu 3, je sais pas, le père avait admis, compris, avait accepté de payer cette contribution et la fille était revenue. Alors ça fait un peu baguette magique, mais je l'ai vraiment vécu. La fille était revenue sans que je l'ai rencontrée d'ailleurs finalement, cette enfant. Elle avait 16 ans, elle est revenue voir son père parce qu'en fait elle estimait que son père remplissait son rôle de père auprès de sa mère. Voilà, donc c'était une médiation qui, à mon sens, s'est bien passée là, mais ce sujet n'est pas rare que finalement l'enfant soit dans son conflit avec son parent, le messager de quelque chose qui se passe dans la sphère parentale au-dessus. Voilà. Ou qu'il ait pris une place de justicier, où il a... Exactement, ou de messager, en tout cas qui porte quelque chose qui relève d'un dysfonctionnement plus des parents dans leur rôle que lui avec ses parents. Mais c'est pas toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des enfants qui sont en rupture avec leur père ou leur mère parce qu'il y a eu une séparation qui s'est mal passée et où finalement il y a eu aussi des comportements, on pourrait dire, des parents inadaptés à leur égard. Il ne faut pas
oublier que dans les séparations, il y a beaucoup de violences. Alors on parle beaucoup de la violence, mais les violences, il n'y a pas que des violences physiques, il y a des grosses violences, grandes violences psychologiques qui font que les enfants aussi ont assez souffert et trop souffert et qu'au bout d'un moment, ils ne veulent plus investir ce lien avec le parent qu'ils estiment être défaillant ou sans voir qu'on est tous des humains et que peut-être qu'il y a des choses quand même à réparer ou à construire différemment en tout cas. Merci Pauline. En tout cas, quand je vous écoute et quand j'entends les questions que peuvent se poser des parents à différents endroits, ils ont l'impression d'être perdus des fois quand on est parent, parce qu'il y a plein de choses qui existent. Il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs accompagnements. Quels sont, selon vous, et là j'invite aussi Julie à partager ses réflexions, ce qui est différent de cette médiation familiale, comment elle se différencie d'un suivi psychologique ou d'un accompagnement éducatif? Quelle est la spécificité de cet espace ou de cet accompagnement selon vous, que ce soit pour les médiations plus générales ou bien pour les médiations parents-adolescents? C'est important de faire un petit zoom sur chaque dispositif qui existe. Un suivi thérapeutique, déjà il est individuel la plupart du temps, à moins qu'on réfléchisse à une thérapie familiale qui là appelle plusieurs participants, mais un suivi thérapeutique il est individuel, c'est une démarche personnelle pour soi, soit parce qu'on est en souffrance et qu'on a besoin d'un lieu d'écoute, de parole pour réfléchir à soi, pour entrer dans une forme d'introspection, mais ça c'est un travail personnel. Les dispositifs d'accompagnement éducatif, déjà ça ne va pas du tout être les mêmes enjeux que la médiation, c'est pas le même profil d'intervenants qui vont être plutôt dans une posture de conseil, de soutien à la parentalité, de pouvoir accompagner la famille, mais plutôt à modifier leur façon de vivre ensemble, les amener à s'interroger sur leur mode éducatif, les règles de vie. Ça ne va pas être la même forme d'intervention. Dans l'accompagnement éducatif, il peut y avoir différents types de rendez-vous proposés, soit seul avec l'ado, soit avec les parents, soit la famille entière, mais ce n'est pas du tout les mêmes attentes et les mêmes objectifs. C'est peut-être plus directif. Oui, il y a un côté évidemment plus directif, surtout si l'accompagnement éducatif il est imposé. Parce que si l'accompagnement éducatif est là suite à des difficultés qui ont été repérées et du coup à l'intervention d'un juge des enfants ou une mesure d'aide éducative à domicile, sous conseil de travailleurs sociaux qui auraient évalué un certain nombre de difficultés de la part des parents essentiellement, évidemment que les professionnels vont être plus directifs dans leur approche. La médiation familiale, c'est un tout. Excuse-moi de te couper, puis il peut y avoir des rapports qui sont faits. Tout à fait. Donc, des rapports qui sont faits au juge pour enfants. Tout à fait. Avec la manière dont le jeune évolue, la famille évolue, etc. Oui, la médiation familiale, elle a ça de particulier, c'est-à-dire que c'est un espace de confidentialité. Quand bien même la médiation pourrait être ordonnée par un magistrat, on n'en a pas encore parlé, mais il y a deux modes d'entrée en médiation. Soit les gens viennent spontanément et c'est une médiation conventionnelle. À ce moment-là, ils peuvent être conseillés par un tiers, mais en tout cas, c'est leur démarche spontanément. Soit ils peuvent venir en médiation incités par un magistrat. Dans ce cas-là, la médiation, elle est ordonnée et du coup judiciaire. Mais quand bien même elle serait judiciaire, la médiation étant un dispositif de confidentialité, le médiateur ne va pas rédiger de rapport et rendre de compte au magistrat qui l'a mandaté, qui l'a missionné. La seule chose dont le médiateur va faire état, c'est si la médiation s'est mise en place ou pas. Du coup, cette confidentialité, elle offre aussi un espace sécurisé pour se parler, avec la garantie que ce qui s'est dit dans l'espace ne sera pas relaté, rédigé par la suite. Donc ça, c'est assez tranquillisant pour les personnes pour qui ça peut être aussi difficile de s'ouvrir à un tiers, d'exposer sa vie familiale à un professionnel. C'est parfois assez stressant, mais cette confidentialité, elle vient en général à rassurer les personnes qui font cette démarche.
ou qui viennent enjoints par un magistrat. Ça les rassure beaucoup de savoir qu'on ne va pas écrire au juge un rapport détaillé sur ce qu'ils ont dit en médiation, les sujets qu'ils auraient abordés. Ça leur appartient et ça reste dans l'espace de médiation. Et après, la médiation familiale, parent-ado telle que je l'ai comprise, c'est qu'on s'attache vraiment à la relation, à la communication. Donc on n'est effectivement pas dans le conseil de quelles règles il faudrait mettre en place, éducatives, et essayer de mettre tout le monde d'accord. Ce ne serait pas le but de la médiation, mais vraiment de s'attacher à qu'est-ce qui pourrait être satisfaisant pour les uns, pour les autres, pour avoir une communication plus paisible, plus fluide, où chacun est pris en compte dans ensuite des sujets qui peuvent être quotidiens, mais de s'attacher vraiment à cette relation. Tout à fait, il y a quelque chose qu'on se disait avant qu'on commence à enregistrer notre podcast, c'est en préparation, c'est justement la médiation, elle est dans le temps, elle est bien définie. C'est censé être un accompagnement ponctuel et qui est censé avoir un début et une fin. Un suivi psychologique, c'est autre chose. Il peut durer plus longtemps dans le temps. C'est pas une démarche qui est rapide. La médiation familiale peut prendre du temps aussi dans sa mise en place, mais ce que j'en ai compris, en tout cas dans nos échanges, c'est que c'est à un moment, à un instant T, avec l'idée que les personnes partent. Un suivi éducatif aussi peut être limité dans le temps, bien évidemment, mais c'est pas la même démarche. On est vraiment sur un temps court, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est plutôt un dispositif rapide à court ou moyen terme, et qui va être rythmé par différents entretiens individuels au tout début, puis après des séances de médiation familiale où tout le monde est réuni. Mais en moyenne, pour une médiation parent-ado, on va être sur 2 séances communes à 6 séances communes. Après, on va adapter le cadre, le déroulé, le processus en fonction des besoins et des demandes exprimées par chacun. Ces demandes et ces besoins, on va vraiment aller les explorer au premier entretien, qu'on va plutôt favoriser en individuel, parce que l'individuel permet déjà au médiateur de rencontrer une seule personne, et c'est déjà beaucoup de rencontrer une personne, d'aller explorer quelle est sa demande, quelles seraient ses attentes de la médiation. On va aussi vérifier avec la personne qu'on reçoit si sa demande est en adéquation avec la médiation. Est-ce qu'on peut répondre à ça en médiation familiale? Auquel cas, on va réorienter vers d'autres dispositifs, ceux qu'on a énumérés tout à l'heure et d'autres encore. Mais l'idée, c'est vraiment d'évaluer avec la personne, au plus près de ses besoins et de ses attentes, si la médiation correspond. Donc c'est pour ça qu'on va aussi lui délivrer une information assez claire et précise sur ce qu'est la médiation. Comment on va travailler dans ce processus, quel va être le déroulé, quel est le cadre. On va présenter les principes fondamentaux que sont la liberté, la confidentialité. On va aussi parler de la posture du médiateur qui est neutre et impartial. Ça, c'est extrêmement important d'expliquer justement la neutralité et l'impartialité. Le médiateur ne va pas être là pour donner une direction à la médiation, pour proposer des sujets ou donner des conseils. C'est pas son rôle. Il n'est pas là pour ça, il est là pour favoriser la communication, il est là pour soutenir l'expression des émotions, des ressentis de chacun, s'assurer qu'il y ait une écoute mutuelle et peut-être aller vers des accords. S'il y a un désaccord de fond, peut-être trouver des solutions pour apaiser les choses. Et si là je me ressens vraiment sur la médiation parent-ado, sur les parents-ados qui vivent ensemble au quotidien, ils ont des sujets extrêmement précis qui viennent au quotidien les impacter, leur rendre la vie difficile. Donc ça peut être des sujets autour des écrans, qui est un sujet extrêmement récurrent en médiation parent-ado, l'autonomie, la prise d'autonomie de l'adolescent avec des demandes de sortie, demandes de se coucher plus tard,
Et puis ça peut être tous les aléas de la vie, avec des moments de crise qui vont venir fragiliser la famille, qui vont venir fragiliser l'adolescent, qui peut être traversé par énormément de questions, on l'a dit en introduction tout à l'heure, mais l'ado il est traversé par plein de bouleversements physiques, hormonaux, psychiques. Tout ça, ça peut le rendre irritable, désagréable, ça peut faire qu'il a envie de se terrer dans sa chambre, et parfois pour les parents c'est une totale incompréhension. Et ils ont besoin de se dire les choses, de se partager leurs ressentis sur le quotidien pour pouvoir après se réajuster. Voilà, parfois on passe des contrats en médiation entre un ado et ses parents. Ils sont force de proposition, ils sont très imaginatifs. Les ados, ils peuvent vraiment être proactifs en médiation quand ils s'autorisent à prendre la parole, à parler de leurs besoins. Ils peuvent vraiment être force de proposition. C'est très intéressant de les écouter, de les voir faire des propositions à leurs parents. Justement, avant de revenir au processus et comment se fait, parce qu'on n'a pas parlé, comment se déroule concrètement une première rencontre en médiation familiale à parents-adolescents, moi je voulais justement parler et là je m'adresse à tout le monde, parce que aujourd'hui, quand on anime ce podcast, on s'attend peut-être à des réponses. Je pense qu'on ne donnera pas de réponses, justement, parce que l'esprit de la médiation, c'est que les réponses se trouvent sur du sur-mesure. Mais néanmoins, on peut donner un avant-goût de comment certaines familles ont pu innover en médiation familiale pour trouver leurs propres solutions. Est-ce que vous aurez des exemples, que ce soit de médiation générale ou de médiation parents-ados, sur des petites choses qui, mine de rien, nous paraissent petites, mais pour eux, c'est leur solution, parce que ça leur va. Est-ce que vous avez des exemples en tête, un petit peu d'arrangement, d'accords, de petits pas, comme on dit, en médiation, comme vous le dites assez souvent? Moi, j'ai eu une médiation il y a un an et demi, qui était une très belle médiation entre une maman solo, et son fils de 17 ans. Donc c'est elle qui est demandeuse, puisque elle est à un moment donné de sa vie de maman où elle ne comprend plus son adolescent. La communication est de plus en plus limitée ou agressive, avec même ce qu'elle nomme un rejet mutuel, c'est-à-dire qu'à la fois son ado peut la rejeter, mais elle aussi, elle reconnaît pouvoir être rejetante parfois quand elle n'est pas disponible. Donc sa demande, c'est vraiment d'être accompagnée pour retrouver une communication plus harmonieuse, et puis se réajuster. C'est ça la différence, excuse-moi Marie de te couper, Ouais. c'est ça la différence entre la médiation et la thérapie. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter aussi à la demande de cette dame-là, et on ne va pas forcément aller chercher les causes profondes. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'en fait, les gens apportent des éléments, et c'est avec ces éléments qu'on va travailler, mais on ne va pas aller chercher en profondeur les tenants et les aboutissants du fait qu'ils en soient arrivés là. Et alors, je te recoupe juste, Marie, pour dire qu'on parle beaucoup des ados, mais c'est vrai que l'adolescence, en fait, réveille quelque chose chez le parent, qui peut avoir une crainte. Il y a aussi un deuil à faire, finalement, de l'enfant du petit, qui devient grand, qui devient adulte. Il va falloir se repositionner et parler d'adulte à adulte. Donc voilà, donc il y a un côté, c'est une transition exactement, donc on se retrouve peut-être en effet à rejeter son enfant, et donc on est même très dérouté par sa propre réaction de cet enfant qu'on a tant aimé, peut-être tant attendu, ou qui représentait tant pour soi. Donc il y a, l'accompagnement il est de l'ado, mais aussi beaucoup du parent qui a des comportements qui peuvent être aussi très déroutants pour l'adolescent finalement. Justement, Pauline, on va y revenir, parce que ça c'est un autre point que je voulais aborder dans les questions. On va laisser la situation de Marie. Sur la mère qui pouvait être rejetante dans la communication. Du coup, là, moi je comprends qu'il y a un quotidien avec pas mal de clashs, de crises entre cette maman et son fils. Et du coup, l'ado donne son consentement à venir en médiation, je le reçois seul, on fait connaissance. Alors c'est un ado qui est très peu loquace, donc c'est assez compliqué d'entrer en relation, et ça prendra tout son sens un peu plus tard. C'est un peu compliqué de rentrer en relation avec lui, pour autant il fait des efforts, il fait plein d'efforts pour quand même me parler, m'expliquer un peu sa vie. Bon, je lui présente la médiation, il est d'accord, donc dans un deuxième temps, on va se revoir pour préparer la rencontre avec sa maman. Et je vais l'amener dans cette deuxième séance individuelle à réfléchir vraiment aux sujets qui sont les siens, c'est-à-dire que je l'aide à se projeter dans la médiation, vraiment, et à faire qu'elle soit sienne, c'est-à-dire qu'il vient aussi, pas que pour faire plaisir à maman, mais pour en faire quelque chose pour lui.
Et donc quand on leur dit ça, les ados, c'est extrêmement percutant pour eux parce que tout de suite on vient les viser dans le mille, on vient les toucher parce qu'on s'intéresse à eux, on veut qu'ils y trouvent un intérêt et pas juste que ce soit pénible de venir en médiation. Du coup, on prépare la séance, on travaille sur les sujets qu'il veut aborder avec sa maman, qui sont essentiellement autour du quotidien partagé, des crises, des clashs, d'une maman qu'il peut ressentir oppressante envers lui. Voilà, ce travail, on va aussi le dérouler avec la mère. En tout cas, moi, je le propose toujours aux parents aussi, c'est-à-dire qu'on va préparer la séance commune avec le parent en individuel pour aussi le mettre vraiment en réflexion sur c'est quoi les objectifs de la médiation, quels sont les sujets, les thématiques qu'elle voudrait aborder avec son fils. Et puis vient le moment de la première séance où on est réunis tous les trois. Et du coup, en général, ce que chacun a préparé en termes de sujets et de thématiques, on fait une mise en commun. Moi, je fais systématiquement une mise en commun, comme ça chacun sait ce que l'autre attend de la médiation, ça chacun sait ce que l'autre a envie d'aborder en termes de sujets, il les découvre, il les nomme ensemble en début de médiation, et tous ces sujets, toutes ces attentes, elles vont servir de trame pour toutes les séances de médiation qu'on aura. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'abordera pas finalement, ça va être à eux de choisir aussi ensemble, il faut aussi qu'ils soient d'accord de pouvoir aborder les sujets. S'il y a un sujet qui était tabou pour l'un, moi j'ai pas à imposer à une personne de parler coûte que coûte d'un sujet. Donc voilà, c'est un espace de liberté, donc on va faire en sorte de les accompagner en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Et donc de façon très concrète, je vous passe les étapes, mais ce duo maman-ado est arrivé à construire un contrat. Ils ont passé un contrat sur l'organisation du quotidien afin que la vie soit plus douce ensemble. Donc il y avait énormément de conflits autour du temps passé sur l'ordinateur, des heures de coucher, ce que cette maman estimait être du non-respect de son sommeil à elle parce qu'elle entendait son fils jouer tardivement, ce qui avait des conséquences sur sa scolarité. Il y avait un mode de communication assez agressif, ce qu'elle percevait comme agressif de la part de son fils, ce que lui percevait comme oppressant de la part de sa mère. Donc tout ça a pu être parlé et ils ont pu construire, en fait, élaborer ensemble un contrat. Donc lui, il a pris des engagements à respecter un certain nombre de limites dans son quotidien. Cette maman, elle a pris aussi conscience de l'impact, des conséquences sur son fils, de ses attentes qui pouvaient être assez extrêmes parce qu'il a pu les lui exprimer et que du coup elle s'est aussi réajustée. Donc voilà, ils ont établi un contrat qu'on a rédigé sur paperboard et puis l'idée était un mois après de faire le point, de voir comment la mise en place s'était passée. Donc voilà, ça je trouve que c'est assez créatif, ça convient pas du tout à tout le monde, mais c'était pour eux la solution qu'ils ont trouvée pour essayer de maintenir une ligne de conduite dans leur quotidien de vie. Merci Marie. Est-ce que l'une de vous aurait un exemple où vous aviez été un petit peu Alors moi j'ai été aussi confrontée à une situation, alors c'est pas que j'étais touchée, c'était un enfant qui ne voyait plus son père, qui était quand même en résidence alternée, donc il vivait une semaine chez sa mère, une semaine chez son père, puis le père a déménagé dans le sud et revenait quand même pour la semaine d'accueil de résidence alternée en région parisienne. Donc un père qui avait organisé son travail, sa vie avec sa nouvelle compagne et l'enfant qu'il avait eu aussi avec cette nouvelle compagne en fonction de l'enfant aîné pour revenir toutes les semaines, enfin une semaine sur deux du coup en région parisienne. Mais c'est un fils qui finalement ne voulait plus être en résidence alternée, avait des difficultés aussi dans sa scolarité, un enfant très intelligent, enfin décrit comme très intelligent par ses parents et qui finalement avait des difficultés à investir une scolarité avec beaucoup d'absentéisme. Et du coup les parents étaient venus pour parler du mal-être évidemment de leur fils et du fait que le fils, ne voulant plus aller chez son père, ne communiquait plus du tout avec son père. Alors il y a eu beaucoup de séances de médiation, finalement le jeune est venu sur l'espace de 2 séances de médiation.
Et là, le petit pas qui a été fait, donc l'enfant a continué de vivre chez sa mère. Je vous passe tous les détails qu'il y a pu y avoir. Mais le petit pas qui a été fait, c'est qu'ils ont décidé que c'était le fils qui était à l'initiative de l'appel téléphonique. C'est-à-dire que c'était pas le père qui téléphonait avec le fils qui répondait. Parce que ça marchait pas du tout. En fait, le fils il se sentait oppressé par cette demande à un instant T du père. Alors, avait été dit, ça sera le mercredi soir, du coup, bon voilà. Donc le petit pas qui a été fait, c'est que c'était le fils qui, lui, appelait son père. Il s'est engagé à le faire régulièrement. Régulièrement, c'était une fois dans la semaine. Il n'y avait pas de jour qui était nommé, et précisément. Et il s'est engagé aussi à déjeuner une fois par mois avec son père. Voilà, c'était des petits pas pour finalement apprendre peut-être à se réapprivoiser. C'est une famille qui a été, moi que j'ai réorientée quand même en thérapie familiale, parce qu'il y avait beaucoup d'autres soucis. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'il y a des moments où les choses peuvent un tout petit peu se superposer entre la thérapie et la médiation familiale. Mais en tout cas, ce sont deux espaces bien distincts où on ne travaille pas de la même manière et où on ne travaille pas forcément les mêmes choses. Merci Pauline. On a parlé de s'apprivoiser. Moi j'ai envie de poser une question un petit peu plus générale. Peut-être pas sur la médiation familiale. Généralement on décrit les ados comme étant un peu difficile à vivre, et on entend beaucoup de parents se plaindre de l'adolescence des enfants. Mais à vous entendre parler, tous les parents auraient besoin de venir en médiation familiale parents-adolescents, parce que il y a quasiment tout le temps des discussions et des difficultés autour de la médiation. Moi, je voudrais peut-être plus, pour que les gens qui nous écoutent, quels seraient un petit peu des indicateurs, une double question. Comment on peut différencier un petit peu une crise normale liée à l'adolescence ou une situation où on aurait besoin de la médiation, ou plutôt pour un petit peu réagir, quels sont selon vous les signaux qui devraient peut-être pousser ou alerter le parent à se dire peut-être que là, ça serait le moment de demander une aide extérieure ou l'accompagnement par un médiateur? Moi, je dirais déjà, si le parent il ne trouve pas de solution par ses propres moyens, qu'il se trouve empêtré, qu'il est perdu en fait sur la façon de procéder aussi, qu'il ne sait plus par quel bout prendre son ado. Les parents ils sont pris dans le quotidien, ça va très vite, il y a beaucoup de choses à gérer, et en fait bien souvent les parents ne se donnent pas le temps nécessaire pour dialoguer avec leurs enfants. Donc la médiation, elle peut offrir ça aussi, c'est-à-dire qu'elle peut permettre une pause. On prend le temps, on se donne du temps pour nous, la famille, pour aller soigner le lien qui est le nôtre, parent-enfant, pour aller réfléchir à sa relation, la qualité, où on en est, comment on se parle aussi. Aller faire un travail on décortique un peu en médiation sur comment on se parle dans la famille, c'est quoi les codes de langage, et ça c'est intéressant aussi de prendre le temps de faire ce travail d'analyse pour après se réajuster, parce que bien souvent c'est ce qui se passe en médiation, c'est que les personnes se réajustent dans leur communication. On leur donne aussi des tips pour communiquer de façon plus sereine, de façon plus bienveillante, ce qu'on ne fait pas dans le quotidien, il faut être clair. Communication non violente est quelque chose d'extrêmement compliqué à pratiquer au quotidien. Donc la médiation, elle permet cette bulle, se poser, voilà, prendre le temps pour soi, parents, ados, ensemble. Ça permet un petit peu de sortir de l'arène, ou entre guillemets, pour faire une blague un petit peu maladroite, de la scène de crime, ce qui permet de s'éloigner du quotidien, là où tout se passe, et d'aller un petit peu ailleurs, à un endroit neutre, un espace nouveau, ailleurs, et qui est pas mal. Alors je reviens sur ce qu'a dit Marie, c'est pas pour se soigner, c'est pour prendre soin.
pour prendre soin finalement de la communication ou des relations familiales. Moi, une alerte que je pourrais avoir, c'est la souffrance. C'est-à-dire que si moi, parent, je souffre trop de la situation, ou si je vois mon enfant qui montre des signes de souffrance, alors en fonction des âges, ils sont différents, mais le parent connaît aussi son enfant, même s'il peut y avoir des tableaux un peu cliniques d'un enfant qui souffre. Moi, je pense que la souffrance est une alerte. Et la médiation familiale peut... On n'est pas obligé... moi, ce que je trouve très intéressant dans cet espace-là, c'est que il fait moins peur que d'aller aussi dans d'autres espaces. Parce que finalement, médiateur familial, c'est peut-être un mot un peu plus commun que si on allait tout de suite chez le psychologue, chez le médecin, chez le thérapeute. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que évidemment, la médiation peut offrir un espace thérapeutique, même si ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que ça se trouve à la croisée de plein de chemins, et ça peut avoir des effets thérapeutiques sur les gens. Et du coup, je pense que, voilà, pour moi, une alerte, ça serait, je trouve que mon adolescent est en grande souffrance, ou peut-être de la séparation, de notre séparation, ou peut-être d'un autre lien avec un autre frère ou une autre sœur, parce que finalement, c'est pas toujours simple dans les fratries, ou un problème avec un grand-parent que moi, je pourrais avoir, finalement, avec mon beau-père, ma belle-mère, ou mon père ou ma mère. Voilà, je pense que ça serait une alerte pour moi, c'est-à-dire déjà poser les choses de manière plus... sans faire un excès de quelque chose et sans que l'enfant aussi se retrouve seul avec sa souffrance. Parce qu'on a souvent tendance à dire, au moment de l'adolescence, il va aller chez le psy. Mais c'est pas forcément l'enfant ou le jeune qui a besoin d'aller chez le psychologue. Ça peut être juste des réajustements à faire dans une famille, et où c'est toute la famille qui a besoin d'aller voir un tiers neutre qui va quand même être dans la bienveillance pour pouvoir les accompagner et, comme disait Marie, réajuster, se réaligner vis-à-vis des choses, parce qu'en fait le parent va pouvoir aussi exprimer à son enfant déjà qu'il l'aime. Ça, je trouve que c'est drôlement important, parce que dans les médiations parents-ados, il y a à peu près toujours un moment où on vient quand même aussi sur ce qui nous habite, on peut revenir sur la naissance de l'enfant, aussi, de temps en temps, ça peut arriver. Il y a un exercice que je faisais assez souvent, c'est toi, comment tu vois ton parent, parce que finalement, on peut avoir envie de le diaboliser, mais c'est pas toujours du tout ça qui ressort dans les médiations parents-ados. Les ados, ils ont souvent quand même une honnêteté intellectuelle, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire moi je trouve mon père super là-dessus, ou ma mère super sur ce plan-là. Et ça fait du bien aussi à l'enfant d'entendre qu'il est aimé de ses parents, malgré le fait qu'il y ait des tensions. Parce que c'est pas parce qu'on est en tension qu'on ne s'aime pas. Voilà, je trouve que c'est important de décorréler le conflit de la personne. Je peux être en conflit avec toi, parce que tu es quelqu'un d'autre qui pense autrement, qui me déroute aussi peut-être dans ta manière de penser et de faire, qui me fait revivre peut-être ma propre adolescence, peut-être fait ressortir aussi des choses de ma propre adolescence que moi, parent, j'ai peut-être eu du mal à gérer, ou que je veux calquer avec la mienne d'adolescence. Et du coup, je trouve que c'est un moment qui permet de réinsuffler de la vie, de réinsuffler du positif, sans en faire un drame. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur cet espace aussi où finalement, je ne sais pas s'il y en a tant que ça, des espaces où le tiers donc le médiateur va garantir un équilibre. C'est-à-dire que l'enfant, il y a la place du père, de la mère, la place de l'enfant à la maison. Et dans l'espace de médiation, finalement, ce sont juste des personnes qui vont échanger, qui vont exprimer leurs ressentis, leurs besoins. Et l'enfant est au même niveau, en tout cas dans la façon, dans les échanges, que les parents. Et c'est peut-être ça aussi qui peut permettre de débloquer des tensions, dans le sens où l'enfant est pris en considération, on prend du temps pour lui. Alors c'est du temps aussi utile pour les parents évidemment, mais malgré tout on libère ce temps-là, et tout le monde est pris en compte de manière équilibrée. Ça ne veut pas dire que les parents restent parents et adultes avec un enfant, mais chacun a sa place, mais les échanges sont équilibrés. J'essaie de balancer. C'est ça. Voilà.
Alors moi, comme médiatrice, là je vais peut-être faire la méga bourde, je dois dire que je soutenais plus la parole de l'enfant souvent. Oui. Mais en fait, ça revient à rétablir un équilibre qui n'est pas là du fait des statuts différents. Un parent reste un parent en face de son enfant. Ils ne sont pas à des places équilibrées à la base dans leur statut. Là, on va les remettre à l'équilibre et on va garantir à l'ado d'être soutenu dans l'expression de sa parole. Et c'est pour ça qu'on soutient les ados. C'est parce qu'on sait aussi qu'un ado face à son parent, parfois il n'ose pas exprimer totalement ses ressentis, par peur de blesser, par loyauté. Il peut être violent aussi dans cet espace, il peut dire des gros mots, il peut ne pas être toujours adapté, on va dire. Tout à fait. Et après, c'est évidemment chacune des médiatrices a un cadre, enfin le même cadre qui est partagé, mais qui s'élargit plus ou moins en fonction souplesse. Souplesse. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose que je pense très intéressant dans ces médiations parents-ados, c'est que souvent il y a des malentendus avec des mayonnaises qui se font, des interprétations qui ne sont pas toujours... qui sont fausses. Et donc c'est très intéressant cette circularité qu'on peut mettre en place dans les médiations, c'est-à-dire que de faire parler l'autre sur ce qu'il pense que le premier pense. Voilà, je trouve que ça c'est un outil qui est très intéressant parce que là ça permet un petit peu de dégonfler le ballon de baudruche ou que les œufs à la neige s'écroulent. Voilà, je reprends ça par rapport à mon image de la mayonnaise qui a pu monter, même si c'est pas des œufs à la neige, c'est du bout de jaune d'œuf, mais bon voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'était la minute culinaire. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours sur un podcast autour de la médiation familiale et pas autour de la cuisine. Alors pour être un peu plus sérieux, ce que je trouve aussi, c'est que souvent dans les médiations parents-ados, il y a une vraie détresse. Il y a une détresse, alors dans toutes les médiations, il y a une détresse des protagonistes, des gens qui sont là. Mais dans les médiations parents-ados, il y a la détresse de l'enfant qui vit des choses qu'il aurait peut-être ne pas aimé ou souhaité vivre. Et du coup, cette détresse, il faut aussi pouvoir l'accueillir. Et ce qui est important en tant que médiateur, c'est de prendre le temps d'accueillir les émotions de chacun. Effectivement, moi j'explique ça en tout début de processus. Quand je reçois chacun, j'explique à quel point la médiation elle peut aussi bousculer, elle peut aller chercher assez profond dans les tripes les émotions de chacun, les tristesses, la déception, la colère. Et moi j'explique aussi que ces émotions elles ont une place dans l'espace de médiation, que c'est ok de pouvoir les exprimer, que c'est ok de pouvoir les lâcher ici. C'est pour ça que moi j'ai une souplesse en termes de communication. J'autorise de pouvoir aller vers des mots un peu grossiers quand je perçois que pour l'ado notamment c'est son mode d'expression, il a besoin d'évacuer. Moi j'accueille ça et je laisse faire. Évidemment il ne faut pas que ça dure 15 minutes, mais quand il y a trop d'émotionnel, il faut libérer cette émotion pour qu'ensuite les personnes puissent avoir accès à la réflexion, l'analyse et pouvoir échanger de façon plus adaptée. Quand on est trop dans l'émotion, quand on a la gorge qui se noue, on ne peut plus parler, on ne peut plus exprimer et du coup ça coupe. On va essayer d'aller désamorcer, laisser s'exprimer l'émotion et après pouvoir de nouveau être accessible à l'échange ensemble. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours questionnée en me disant mais on a tous été des ados. Et d'où le titre de ce podcast, ce que je t'aurais dit si j'aurais su. Je pense que on sait tous qu'on aurait voulu qu'on nous dise quand il y a eu une tension avec l'un de nos parents, etc. Et ce qui est bien avec la médiation, c'est que ça rappelle un petit peu aux gens que c'est à eux de pouvoir trouver des solutions et que la solution réside en eux. On parle beaucoup de concepts d'empowerment en médiation et de redonner le pouvoir aux parents qu'ils croient en ses compétences et en ses capacités de pouvoir
se ressortir. Parfois, la solution, elle est pas trop loin, elle est en soi. Je sais pas si quelque chose, ça vous parle un petit peu de cette idée que la solution se trouve en eux, généralement, les gens en médiation. Et comment cet espace aussi singulier redonne confiance en soi, un petit peu. Parce que c'est ça aussi, c'est reprendre confiance en soi. Moi, je reviendrai sur la détresse quand même de ces jeunes. Je pense que moi, ce que je t'aurais dit si j'avais su, c'est viens, je vais te consoler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de manque de consolation. Parce qu'on parlait des émotions, les laisser s'exprimer, parce qu'en fait les émotions elles empêchent de réfléchir, mais elles empêchent aussi d'avancer quand on est empêché finalement dans une incompréhension sensitive des choses. C'est-à-dire que si j'ai le cœur qui saigne, je peux hurler ma détresse, ma colère. Si l'autre ne l'entend pas et si l'autre ne vient pas un peu apaiser, ne vient pas un peu cicatriser finalement, cicatriser, donc ça veut dire ne fait pas disparaître. Une cicatrice, elle reste, évidemment, mais si elle ne vient pas apporter un peu de douceur sur cette détresse, en fait, on ne pourra pas avancer. Donc, c'est comprendre ce qui se passe là, mais c'est aussi comprendre de manière holistique la personne. Tu passes un moment difficile et je vais te consoler. Mais même le parent a besoin d'être consolé, c'est-à-dire que c'est quand même assez chouette quand l'enfant se rend compte aussi que malgré lui, il a pu faire de la peine et que ça peut être aussi dans cet espace de médiation, on peut présenter des excuses. On peut dire, je savais pas que ça t'avait autant affecté pour te respecter, pour te prendre en considération, parce que c'est aussi finalement la violence dans les familles ou dans les relations, c'est parce qu'on ne prend pas en considération l'autre comme un être unique, avec ses spécificités, et donc de pouvoir dire à l'autre, là j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis énervée pour rien, t'as raison, j'ai pas été à la bonne place, t'as raison, je vois pas que tu grandis, t'as raison, j'accepte pas ta petite copine ou ton petit copain, parce qu'il y a aussi des conflits là-dessus, sur cette émancipation du jeune. Tu as raison, je n'ai pas compris quand on s'est séparés que ça avait été douloureux pour toi, que toi aussi il avait fallu que tu fasses un deuil. Je comprends que ce ne soit pas facile pour toi, que mon nouveau copain ou ma nouvelle copine vienne sur ton territoire, empiète dans ta maison, empiète sur la relation que tu pourrais avoir avec ton père ou avec ta mère. Et du coup, je pense que la médiation peut, malgré elle, grâce à elle, être un lieu de consolation. Ouais, d'ailleurs, si je peux juste reboucler par rapport à la médiation de cette maman avec son fils de 17 ans, ce jeune, il était en très grande culpabilité de faire souffrir sa mère. Et c'était terrible de voir ça parce que il se sentait responsable de sa détresse à elle. Or moi, j'ai su parce qu'elle m'a expliqué son parcours qu'en fait les blessures étaient aussi bien ailleurs, dans son propre parcours. Et c'est ça aussi, c'est comment l'adolescent, il va venir réactiver les souffrances de son parent, les blessures de sa propre enfance, qu'il n'a pas lui pu travailler peut-être dans un espace thérapeutique. Cette maman, je l'ai réorientée vers un espace thérapeutique pour elle d'ailleurs, parce qu'elle allait vraiment pas bien. C'est aussi important de pouvoir mailler en fonction de la complémentarité des espaces. On a mis en place une deuxième chose, je les ai aussi adressées. En fait, la maman ne comprenait pas son ado, ses réactions, sa difficulté de communication. Moi, ça m'avait mis sur une piste, donc en fait, ils sont allés consulter pour faire un bilan neuro et un bilan dans un dispositif autour de l'autisme. Et donc cette médiation, elle s'est étalée dans le temps, parce qu'il n'y avait pas besoin. Au début, on s'est vu assez régulièrement. Après, on a espacé les séances pour laisser place à ces autres dispositifs de s'activer, de faire leur travail. Et ils sont revenus plus tard en médiation avec un diagnostic d'autisme, de trouble du spectre autistique pour ce grand garçon, très tardivement diagnostiqué, parce que 17 ans, ça commence quand même à être tard. Et du coup, en fait, c'est venu les apaiser à un point tel que cette mère, elle a pu comprendre ce que vivait son fils et réaliser que
c'était pas un manque d'envie ou de motivation à communiquer avec elle, mais qu'il y avait un réel empêchement. Du coup, bon, après, elle a dû travailler aussi sur sa culpabilité, d'avoir pu lui faire des reproches, mais elle avait un espace pour travailler ça. Mais en tout cas, voilà, cette médiation, elle a une issue très, très positive. On a travaillé sur le quotidien, ils ont passé leur petit contrat, ça a permis de les réajuster, mais aussi en allant chercher des réponses ailleurs, ça leur a permis de s'apaiser et de venir sans dire quelque chose en médiation et de s'excuser, de se consoler mutuellement. C'était très touchant de voir ces interactions maman, fiston, dans réparer la relation qu'ils avaient été amenés à abîmer malgré eux en fait. Et justement Marie, parce que tu disais, ça a permis à la maman de comprendre ce que vivait son fils, et ça a permis d'apaiser, mais aussi je pense que de son côté, l'adolescence, ça lui a permis de s'apaiser lui-même, parce qu'enfin il s'est senti compris. Et je pense que c'est peut-être ça le message aussi derrière la médiation, c'est aussi pousser pour se sentir compris. On arrive à la fin un petit peu de notre échange, un petit peu autour de la médiation familiale. La difficulté, c'est quand même la temporalité. Pour essayer, la médiation, c'est une rencontre, et de temps en temps, elle n'a pas lieu au moment où on voudrait qu'elle ait lieu. C'est-à-dire que le temps que le parent prenne conscience de ce qui se passe pour l'enfant, on peut avoir des temporalités, des tempos différents, et du coup, c'est là où on peut être un petit peu frustré, nous, médiateurs, de voir, mais ça n'a pas d'importance que nous on sera frustrés, mais on est frustrés pour les gens, de voir que finalement, il y a des solutions, des comportements qui permettraient d'aller beaucoup plus vite ou d'améliorer les choses, mais les gens ne le comprennent pas forcément. Donc ça peut être le côté un petit peu... Et particulièrement dans les médiations où il y a une rupture de lien. C'est ça. Et que parfois, le parent, lui, c'est le moment où il veut reprendre le lien avec son enfant. Mais peut-être que c'est pas le moment pour l'adolescent. Et qu'effectivement, parfois, du coup, la rencontre, elle peut pas se faire. Puisqu'il faut qu'il y ait une temporalité similaire, ou en tout cas une envie à un moment donné de se retrouver, au minima en médiation, peut-être plus après, mais au moins d'avoir une envie à peu près au même moment d'aller vers le dispositif de la médiation, et peut-être avec l'objectif de renouer un lien durable. Mais c'est pas évident d'être câblé sur le même tempo. Justement, tout à l'heure, aujourd'hui on a beaucoup parlé de ce que peut apporter la médiation et ce qu'on peut y faire, mais ce n'est pas une solution magique. Avant que la médiation se mette en place, il y a un temps d'entretien d'info, et il faut que tout le monde soit d'accord pour commencer la médiation. Même un adolescent doit donner son accord. Justement, avant de commencer notre podcast, Marie, on s'est posé la question des médiations, notamment sur la reprise de lien, où il y a une rupture de lien. Parfois, l'adolescent refuse la médiation, refuse la reprise de lien, comme vous venez de dire. Mais généralement, le médiateur, il essaie de travailler d'autres propositions, d'autres formes de liens, ou toujours dans cette même logique des petits pas. T'as quelques exemples de situations où il y a eu des petits pas, ou des pas de côté, comme disait Pauline tout à l'heure? Oui, parfois c'est très ambivalent aussi pour les adolescents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie de renouer un lien régulier et durable avec le parent. Pour autant, certains acceptent de venir en médiation pour pouvoir échanger avec le parent et se dire, sans dire quelque chose de cette séparation qui a eu lieu. Auquel cas, c'est important de pouvoir aussi être au clair pour le parent. Moi, je sais que quand un ado me dit clairement qu'il ne veut pas reprendre de relations durables avec son parent, c'est aussi mon travail que de préparer le parent à cette possibilité-là. Et donc, c'est pour ça que la préparation, elle est importante avant la médiation. Parce que les désillusions peuvent être extrêmement fortes et faire du mal aussi. Donc, quand l'ado ne souhaite pas venir en médiation ou rencontrer son parent, renouer avec son parent,
j'essaie toujours de proposer à l'adolescent de pouvoir délivrer un message à son parent. Et du coup, on travaille ça ensemble, en tête à tête, pour réfléchir. Il faut que l'ado ait un message à délivrer. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Il faut que ça lui parle, il faut que ce soit pertinent pour lui. Moi, j'explique l'intérêt pour le parent qui attend une reprise de lien, de pouvoir recevoir un message de son enfant. En général, les ados, ils mordent assez bien à ça. Et puis, on élabore ensemble. Ça peut être une phrase, ça peut être des mots-clés. On va faire sous le format que l'ado souhaite. Il y en a même qui dessinent. Parfois, les ados, ils aiment bien dessiner. Des fois, ils ont une dimension artistique assez forte, surtout la période où ils viennent entrer dans la sublimation. Là, ils peuvent développer plein de dimensions artistiques. Donc, moi, je suis plutôt à leur proposer différents supports et de voir ce qui peut leur parler. Et donc ça peut être quand même une forme de communication rétablie, même si c'est pas ensemble dans la même pièce, mais ça peut permettre quand même une compréhension pour le parent qui serait en attente de reprendre un lien. La Marie, elle souligne quand même toute la pédagogie qu'il faut dans ces médiations. Alors, toujours dans toutes les médiations, mais dans les médiations parents-ados, quand on parle de donner un dessin ou une phrase, c'est-à-dire qu'il va falloir préparer et avoir une lecture quand même assez positive, même si c'est minimaliste, cette communication. Donc il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience avec les ados, beaucoup de patience avec leurs parents aussi, parce que la restitution n'est pas forcément aisée. Tout à fait. Pour le parent. Donc voilà, il faut aussi pouvoir être bienveillant, soutenant. Accueillir la déception. Voilà, non jugeant, malgré peut-être des situations extrêmement difficiles et violentes qu'on pu avoir par le passé, mais en tout cas, de pouvoir accompagner le parent ou l'ado dans ce qu'il vit. Je pense que c'est ça l'essentiel de notre travail, accueillir. Ce qui est compliqué, c'est quand le parent est dans le déni de choses qui ont pu se passer. Donc, un adolescent qui refuse de voir son parent et que le parent ne reconnaît pas en fait les raisons ou les causes qui peuvent être très légitimes, car un ado ne veut plus voir son parent. Donc là, au-delà de la pédagogie, c'est vrai qu'il y a un travail du coup, personnel de la part du parent à engager, parce que c'est pas un hasard si l'enfant ne veut plus voir son parent. Ce n'est pas un hasard. Écoutez, merci. On arrive à la fin de ce podcast. Je tenais à vous remercier et peut-être vous laisser la parole pour une phrase, un mot, une idée pour vous adresser aux parents d'ados et peut-être aussi aux ados. À vous de choisir. Un mot de fin ou une petite phrase de clôture, comme vous le souhaitez. Ce serait peut-être... pour l'ado, si tu te sens pas bien dans ta famille, que tu as des moments de tristesse, que tu te sens pas écouté, considéré, peut-être que la solution n'est pas de s'enfermer dans sa grotte, mais d'aller explorer du côté de la médiation si ce tiers qu'est le médiateur peut t'accompagner à venir évoquer tes souffrances, tes difficultés et pouvoir... envisager d'en parler avec ton parent, ou tes parents. Et glisser un petit flyer ou envoyer un petit texto à son parent avec ce que c'est que la médiation. Tout à fait. Ça pourrait être un message à son parent. Alors moi, je reprendrai exactement les mêmes termes de Marie, mais dans l'autre sens. C'est toi, parent, si tu as du mal à parler avec ton enfant, au lieu de crier, de partir dans ta chambre, de l'envoyer dans ta chambre, de t'engueuler pour... Dans sa chambre plutôt. Dans sa chambre, ouais, exactement. De t'engueuler pour tout sujet, d'accrocher sur tout sujet. Et pense à la médiation. De fuir la maison. Parce que les parents qui n'en peuvent plus de leur ado fuient la maison aussi. Tu as raison. Vont s'engager dans le sport beaucoup. C'est vrai, tu as complètement raison. Eh bien, n'hésite pas, toi aussi, parent, parce que c'est pas simple d'être parent, c'est pas simple d'être ado, mais c'est pas simple d'être parent. Et souviens-toi que toi aussi, tu as été ado à un moment. Et moi, je vais reprendre ce que Marie et Pauline ont dit, mais de ne pas hésiter à, enfants, parents,
à solliciter l'espace de médiation, à se faire ce cadeau-là, en fait, de prendre le temps de se parler, avec l'aide d'un professionnel pour accompagner cette prise de parole et de s'offrir ce temps-là. Voilà. Donc la médiation, ça peut être un beau cadeau pour la famille. Tout à fait. Merci beaucoup, Moderne. Et moi, je reprends quelque chose que Pauline dit assez souvent. On a tous peut-être besoin, au minimum, de la médiation familiale une fois dans sa vie. Ça peut concerner tout le monde. Et il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur du jugement parce que justement, si ça existe, c'est qu'il y a bien une raison et qu'on a besoin. Et l'idée, c'est ponctuel. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Merci. Merci.